Et bienvenue dans un nouveau bulletin de témoins d'histoire. Je suis Marie Delsupex et nous sommes aujourd'hui en compagnie de mes deux acolytes. Merci Marie, enchanté, je suis Mathéo Boise, je suis professeur d'histoire-géographie à l'Université de Strasbourg. Je dirige également un laboratoire de recherche depuis 2018 spécialisé dans la Shoah en lien avec l'Université de Berlin. Et moi c'est Lucie Evra, enchantée. Moi je suis journaliste, passionnée d'histoire et spécialiste dans la Seconde Guerre mondiale. Bonjour à vous deux et aujourd'hui nous allons nous pencher sur un nouveau témoignage de la Shoah. Nous allons laisser Lucie nous en dire un petit peu plus. En effet, donc aujourd'hui nous allons aborder tout ce qui concerne le système concentrationnaire nazi, globalement la déportation, mais également les mesures prises pour exclure les juifs. Donc nous allons nous pencher sur un nouveau témoin, une jeune femme que vous avez sûrement déjà croisée sur internet, dont vous connaissez très certainement le visage, mais dont vous ne connaissez sûrement pas l'histoire. Nous n'allons évidemment pas vous refaire toute la chronologie de la dictature antisémite imposée par Hitler, mais nous allons tout de même nous remettre dans le contexte avec nos experts ici présents qui vont nous expliquer l'isolement et l'exclusion des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Allez-y. En effet, Marie, alors, dès que Hitler arrive au pouvoir en 1933, comme vous le savez sûrement, il y a directement une mise en place de politiques antisémites. En effet, nous pouvons par exemple citer en 1935 les lois de Nuremberg avec l'exclusion des Juifs de la citoyenneté allemande. Mais également en 1938 avec la modification des passeports juifs qui sont alors obligés de mettre un J sur ce dernier pour pouvoir les identifier, les reconnaître. Mais faisons un bond dans le temps et allons jusqu'au début de l'expansion allemande. L'occupation de la Pologne en 1939. Certains districts sont alors placés sous tutelle allemande, totale, notamment à l'ouest. Le reste, également occupé, prend le nom de gouvernement général de Pologne. Puis cette partie sera partagée avec l'URSS à l'est. Les Juifs, du côté allemand, sont alors soumis à des mesures anti-juives. Le 28 octobre, le premier ghetto juif est établi à Piotrków, que nous pouvons justement apercevoir juste ici. Un ghetto est un quartier qui rassemble et donc réunit les Juifs. Cela met en lumière l'isolement des Juifs et cette forte discrimination, nous pourrons l'appeler plus tard ségrégation. Plus tard, les Juifs de 10 ans et plus, vivant en Pologne occupée, sont forcés de porter un brassard ou une étoile jaune afin de pouvoir les identifier. Merci chers collègues pour vos informations. Je finirai cette mise en contexte en rajoutant qu'en 1942, la conférence de Wannsee formalise la mise en place de l'extermination des Juifs dans 6 camps d'extermination différents en Pologne, dont le tristement célèbre camp Auschwitz qui a un double rôle puisqu'il est extermination et concentration. Et pour terminer avec tout cet aspect chronologique que nous utilisons depuis tout à l'heure, en 1942, pour faire un lien avec notre témoin, la région de Zamość, où habite donc ce témoin, nous allons revenir juste après. Sur son identité. Voilà, donc la région de Zamość est envahie par les nazis, c'est ce qui s'appelle l'Action Zamość. Donc le lieu a été choisi par le Troisième Reich en effet pour un projet expérimental de colonisation. L'idée est qu'après la déportation des Juifs et l'expulsion des Polonais, les espaces vidés de leur population seront repeuplés par des Allemands. Ainsi, c'est dans la nuit du 27 au 28 novembre 1942 que les nazis lancent cette action, l'action Zamość, dans la région. Les habitants seront expulsés de leur maison et regroupés dans un camp de rassemblement où les Allemands les divisent en plusieurs groupes allant de 1 à 4. Illustrer ce rassemblement des Juifs par les Allemands qui vont alors être divisés en plusieurs groupes, ce que Marie vous expliquera juste après. Voici une photo où nous pouvons donc voir des Juifs rangés, rassemblés. Fait, Lucie, la répartition de ces groupes est faite de la manière suivante. Les groupes 1 et 2 seront destinés à ceux qui pourront être germanisés. Le groupe 3, quant à lui, sera destiné aux personnes ayant la capacité de faire du travail forcé. Quant au groupe 4, celui-là sera destiné aux personnes considérées inaptes à faire ce travail forcé et pour la plupart, ils seront alors déportés. Que commence l'histoire de notre protagoniste, Czesława Gwoździa, et sa maman Katarzyna.
elles seront affiliées au groupe 4, un groupe constitué entièrement de femmes. Par la suite, ce groupe sera déporté au camp de concentration d'Auschwitz le 12 décembre 1942. Tout à fait, Mathéo, mais j'aimerais néanmoins rajouter la précision que ces femmes sont toutes les deux membres de l'Église catholique romaine. Elles ne sont pas juives. Mais elles sont néanmoins considérées comme des ennemis. En effet, les origines juives de Jésus étant rejetées par les nazis, de nombreux ecclésiastiques et religieux catholiques sont persécutés et envoyés dans les camps de concentration et ou d'extermination, ou bien arrêtés en tant que Slava, prisonniers. alors âgé de 14 ans, monte dans un train accompagné de sa maman. Les conditions de déportation dans les trains sont horribles. En effet, par wagon, il n'y a environ qu'un seau d'eau et elles ne sont pas forcément nourries durant ce voyage qu'on estime durer environ 3 jours. Lorsqu'elles arrivent à Auschwitz, elles passent par cette entrée et arrivent ensuite sur les rails. Arrivées sur ces rails, elles doivent descendre. Les plus faibles qui ne descendent pas des wagons sont directement envoyés dans cette partie que vous voyez ici, qui sont les chambres à gaz. Pour revenir à notre protagoniste, lorsqu'elles descendent des rails, un matricule leur est attribué. C'est un tatouage. Pour la mère de Česlava, c'est le numéro 26 946. Pour Česlava elle-même, c'est le numéro 26 947. Vous voyez qu'on leur a aussi rasé les cheveux. Ensuite, on les a prises en photo. Bien, merci Marie de nous avoir expliqué tout ce processus de déportation dirigé par les Allemands. À présent, revenons principalement à nos protagonistes. Donc, on suppose qu'après avoir été photographiés, Katarzyna et Česlava ont été dirigées dans un baraquement où elles ont été soumises aux travaux forcés. Donc, pour en revenir, pour faire le lien avec les travaux forcés qu'ont été obligés de faire tout le groupe 2, il me semble, c'est ça? Le groupe 2, le groupe 3. Le groupe 3, Ok. oui. Ceci, en fait, c'est une méthode de mise à mort. Complètement. Et voilà, ce n'est pas les mêmes travaux forcés que doivent exécuter le groupe 3. Bien, donc pour en revenir à ces deux femmes, elles ont été prises en photo, comme vous l'avez vu, comme vous l'a montré Marie, par un photographe, un déporté polonais également, du nom de Wilhelm Brass. Il est alors âgé de 22 ans lorsqu'il est déporté à Auschwitz-Birkenau en tant que prisonnier politique. Il va alors photographier, faire des millions de clichés de juifs déportés, sans savoir qu'après être pris en photo, ils seront gazés, tués dans d'atroces souffrances. Dès lors, nous allons vous montrer un témoignage de ce fameux photographe en question qui, sans doute, vous expliquera mieux que nous certains aspects de son vécu. Robiłem te zdjęcia i wiedziałem, że one za parę dni zostaną, proszę pani, wygazowane, uśmiercone. Także to była tego rodzaju praca. Czasem parę słów powiedziałem, że tutaj, prawda, nic się wam nie stanie, uspokajałem. Pour terminer avec notre bulletin témoin d'histoire, nous allons revenir sur nos deux protagonistes. Donc 2 mois plus tard, après leur débarquement à Auschwitz-Birkenau, camp de concentration, c'est le 18 février 1943 que Katarzyna, alors 46 ans, décède de cause inconnue à l'intérieur du camp. On suppose, Sonne un assassinat. Un assassinat ou une mort de maladie, Oui. voilà. maladie due à la faim. Oui, puis les conditions d'hygiène, Il notamment. n'y avait pas de Tout à fait. solidarité. Avec le typhus, hein, c'est l'une des plus grandes maladies là-haut. Tout à fait. Et c'est 22 jours plus tard, après la mort de sa mère, le 12 mars 1943, que Česlava, 14 ans quand même, une adolescente, décède au sein du camp, seulement 3 mois après son arrivée. Les causes de sa mort sont inconnues, mais certains prétendent qu'elle aurait reçu une injection d'acide dans le cœur, les Allemands ayant fait certaines expériences auprès des Juifs du camp, évidemment. Leur vie ne comptant pas. Marie, Mathéo, pouvez-vous nous expliquer clairement que se passe-t-il dans ces camps? Eh bien, écoutez, ma chère Lucie, ces camps, on est vraiment sur des conditions de vie et même d'hygiène qui sont affreuses. Elles ne sont nourries que le soir et évidemment, je ne vous parle pas de homard, on parle de soupe et de pain.
Et quand je vous parle de pain, c'est un petit bout de pain. En ce qui concerne l'hygiène, évidemment, l'accès aux toilettes, je ne vous en parle pas, c'est très restreint. Et puis l'accès aux douches, je vous en parle encore moins parce que là, il n'y en a pas du tout. On ne se lave pas à l'époque. Oui, je rebondis sur ça, ma chère Lucie. L'accès aux toilettes, notamment, ce sont des femmes, il faut savoir qu'elles sont réunies vraiment les unes à côté des autres. Il n'y a aucune intimité. Elles n'ont aucun moyen non plus d'hygiène. Donc, elles utilisent leurs propres mains, vous rendez-vous compte? À ce moment-là, c'est vraiment quelque chose d'humiliant pour l'humanité. Et donc, on peut parler là clairement de conditions inhumaines. Exactement. Et puis, il faut aussi savoir que à l'époque, il faisait très froid. Bien Et sûr, lorsque oui, oui, vous oui. arriviez dans les camps de concentration, eh bien, vous gardiez les mêmes vêtements toujours. Si vous arriviez avec des petits tissus très fins, eh ben, quand l'hiver arrive, vous gardiez ces tissus. Donc, souvent, vous pouviez mourir de maladies, de froid, et même les appels le matin se faisaient très tôt. Hein, il fallait, et puis rester debout, il fallait toujours rester debout parce Oui, que oui. là-bas, si vous vous écrouliez, c'était fini. Hein. C'est significatif. Donc pour résumer, à Auschwitz-Birkenau, on Tout à assistait fait. à une mort industrielle avec tout ce qui est chambre à gaz, mais également à une extermination indirecte avec travaux forcés, conditions inhumaines, la faim, etc. C'est bien Complètement, ça oui, Exactement. c'est exactement La faim, ça, la Lucie, soif, vous avez le tout froid. résumé. Et c'est vraiment la notion là qui s'est développée de mort industrielle. C'est vraiment un concept qui là est né, qui se crée hein, complètement, oui. Exactement. Mes chers collègues, et vous, chers téléspectateurs, nous espérons que ce nouveau bulletin de témoins d'histoire vous aura plu et vous aura surtout instruit, évidemment. Complètement, oui, oui. Merci à vous, Marie. Hein. Merci à vous, Marie. Mais Voilà. de rien, et à bientôt pour À très bientôt. une prochaine invitation dans Témoins d'histoire. Salut à vous! Au revoir. Au revoir.